Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette journée exceptionnelle aujourd'hui organisée par l'agglomération du Gard rhodanien. Jean-Christian Rey, président de l'agglomération, est-ce que vous voulez dire un mot de bienvenue pour lancer cette conférence ? Eh bien, avec plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci aussi à vous trois. Donc désolé parce que on vous laisse pas respirer à la sortie de la voiture. On a tous hâte et on est très fiers sur le territoire de vous accueillir tous les trois parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, on y reviendra tout à l'heure pendant la conférence, mais en tout cas, voilà, on est très heureux que vous ayez accepté de venir pour débattre, pour discuter et pour que aussi on puisse parler de vos travaux et puis peut-être aussi cet après-midi peut-être davantage échanger aussi avec la salle. Donc moi je vais être pas plus long pour laisser la place pour qu'on puisse vous écouter. Merci Jean-Christian Rey. Alors il y a dans le Gard rhodanien une histoire avec le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, des mémoires plurielles, des harkis qui s'y sont établis sur ce territoire, y ont fondé leur vie, ainsi qu'une politique publique mémorielle qui est désormais menée par l'agglomération et d'autres acteurs associatifs. La problématique d'aujourd'hui, c'est à partir de cet écosystème, comment construire une politique mémorielle apaisée dans le Gard rhodanien? Alors pour répondre à cette question, nous avons 4 intervenants qui sont qualifiés sur ces sujets historiques et mémoriels, ainsi que sur la conduite d'une politique publique. Et on va les laisser se présenter. Donc du coup, j'ai dans l'ordre à côté de moi Marc-André. Alors Marc-André, vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine, spécialisé dans les politiques mémorielles et la guerre d'Algérie, et auteur dernièrement du livre « Une prison pour mémoire, Montluc de 1944 à nos jours ». Alors je vous laisse en dire un petit peu plus sur le sens de votre engagement. Bonjour. Alors je vais parler fort. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous? Sinon, j'ai essayé d'appuyer, mais appuie un peu longuement. faut appuyer longtemps. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je le dirai tout à l'heure quand on me posera les questions. Si ce n'est que je suis pas spécialement, je travaille pas spécialement sur les questions de politique mémorielle, mais vu par le haut, mais vraiment par le bas. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse aux personnes qui les vivent au quotidien, plutôt. Donc c'est peut-être ça qui donnera du sens à ma présence plutôt qu'un discours politique vu de haut. Merci. À côté de vous, il y a Fatima Benznassi Lankou, docteur en histoire et essayiste, qui a écrit avec Ouria Delorme Bentayeb, qui est juste à côté, un livre dernièrement qui s'appelle « Ils ont dit non à l'abandon des harkis, désobéir pour sauver » en septembre dernier. Donc je vous laisse vous présenter à l'assistance. Alors d'abord moi, bonjour. L'engagement, en fait, il est arrivé pratiquement par hasard, puisque j'ai fait une carrière donc dans l'édition. J'ai été éditrice pendant plus de 20 ans. Et la recherche historique, les publications, les captations de témoignages qui sont au cœur de mon travail, parce que j'ai fait un travail ici, effectivement, dans cette région où j'ai capté des témoignages. Donc c'est tout à fait par hasard, pour le redire. C'est à la suite de la publication de mon premier ouvrage au début des années 2000 qui s'intitule Fille de harki, aux éditions de l'Atelier, qui avait été préfacé par Jean Daniel et Jean Lacouture. Et ça a beaucoup bousculé, disons, pour faire court, les intellectuels se disant, Jean Daniel, faire une préface d'un livre sur les harkis, alors que c'était un journaliste qui avait soutenu plutôt les indépendantistes, etc. Donc, et ce livre a eu un certain écho dans la presse. Ça a déclenché en moi, en fait, une envie de continuer à explorer l'histoire de la guerre d'Algérie et ses suites. Et depuis, je n'ai pas arrêté, puisque je ne sais plus, je dois avoir 13 ou 14 ouvrages sur la guerre d'Algérie depuis. Donc après, si vous voulez me poser des questions, bien évidemment, c'est comme mon voisin, j'y répondrai avec plaisir. Ouria, je crois que ça va être à toi. Oui, on y reviendra plus tard. Oui, effectivement, Ouria Delorme Bentayeb, donc votre co-auteur. Oui, voilà. Bonjour. En tout cas, je suis très, très émue d'être ici pour une question qui me tient à cœur. Alors, je ne suis pas connue dans le domaine du militantisme, ni de la guerre d'Algérie, ni sur la question des harkis, pour la simple et bonne raison, c'est que l'engagement, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable engagement, mais j'ai eu un intérêt
pour l'histoire des harkis qui est arrivée progressivement. Alors tout d'abord, je suis arrivée en France avec ma famille en 1962. Nous avons vécu dans les camps. Et donc c'est vrai que j'ai un peu laissé cette histoire de côté. Et lorsque je suis devenue enseignante et ensuite formatrice, où dans les programmes scolaires, il a été question d'enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et par des entrées ensuite plus de groupes sociaux, des différents groupes sociaux et des mémoires qui ont été apportées par les témoins. À ce moment-là, je dois dire que je me suis approprié le sujet en me disant que j'étais peut-être assez bien placée pour pouvoir réfléchir sur la question de la transmission de l'histoire des harkis à des élèves d'une manière qui va les faire un petit peu réfléchir sur qu'est-ce que c'est que justement les différents groupes, comment est-ce qu'ils ont vécu cette période et amener les gens à réfléchir sur l'histoire. Voilà. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Fatima Besnassi lors d'un colloque ainsi que des historiens. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment lancée sur la recherche de la période de la guerre d'Algérie et des harkis. Voilà. Et donc, c'est ce qui m'a aussi donné envie, avec Fatima Besnassi Lankou, de faire cet ouvrage. Ça a été un véritable bonheur et que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. Et enfin, dernier intervenant autour de la table, le président de l'agglomération du Gard-Rhodanien, un territoire qui a une histoire avec les harkis, comme je l'ai indiqué en introduction. Jean-Christian Rey, c'est à vous. Oui, écoutez, moi je suis aussi surtout là pour vous écouter en fait, parce que l'histoire des harkis ici sur le territoire, moi j'ai mis longtemps à comprendre déjà ce que c'était, parce que j'étais à l'école avec des enfants de harkis, donc du coup pour moi c'était pas des harkis, le mot était un peu curieux, et puis petit à petit évidemment des choses se sont décantées, des gens ont parlé, et puis je pense qu'il doit être dans la salle parce que je l'ai vu tout à l'heure qui attendait. J'ai eu la chance que fils de harki qui a connu le camp Saint-Maurice m'ait amené avec lui. On a franchi le camp militaire pour aller sur les fondations. Et je crois qu'il y a un avant et après quand on a des témoignages comme ça. Et donc du coup, évidemment, quand j'ai pris des responsabilités politiques, je trouvais légitime que cette force et que cette histoire puisse trouver trace ici, sur ce territoire. Et alors après, sous quelle forme, comment et avec quelle expression, ça c'est tout le travail qui est devant nous. Et c'est aussi ce travail-là c'est de votre travail qu'on veut se nourrir et qu'on espère d'ailleurs continuer à se nourrir pour pouvoir trouver comment on va pouvoir l'exprimer le mieux possible. Merci Jean-Christian Rey. Alors, cette conférence ce matin va s'articuler en deux parties. La première est consacrée au passé et la seconde sera consacrée au présent, évidemment. Pour démarrer, je voudrais poser une première question à Fatima Besnassi Lankou. J'aimerais que vous rappeliez les événements de la guerre d'Algérie et plus largement qui étaient les harkis, pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, oui, je vais répondre à votre question, bien évidemment. Merci. Alors, cette question, donc, je l'avais et c'est vrai que devant moi, je vois des personnes qui connaissent peut-être la définition de harki, qui connaissent peut-être aussi bien que moi, voire plus. Mais je vais partir du principe que tout le monde ne sait pas ce que veut dire le mot harki, qui ils sont, combien ils étaient, etc. Donc, si vous êtes d'accord, je vais en 5 petits points. Donc, vous dire des choses que vous savez peut-être déjà. Je suis désolée pour ceux qui vont de nouveau entendre. Déjà, l'origine du mot harki. Je crois qu'il faut partir de là. Hein. Le nombre de fois, on me dit oui, harki, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, durant la guerre d'Algérie, qui a commencé en 1954 et qui s'est terminée en 1962, le terme harki désigne un autochtone ayant servi comme auxiliaire de l'armée française. Ça, c'est la base. Étymologiquement, le mot provient de la langue arabe qui signifie mouvement.
mais c'est dans le sens se déplacer, pas mouvement politique. Il n'y a pas eu un mouvement politique pendant la guerre d'Algérie, il n'y a pas eu un groupe qui s'est organisé pour lutter contre les indépendantistes. C'est autre chose. Alors, donc sans aucune connotation politique. L'organisation et l'encadrement des forces donc auxiliaires, elles étaient similaires aux structures militaires classiques, mais leur statut reste paradoxalement civil. Donc un statut extrêmement fragile et qui n'a été inscrit par un décret que 4 mois avant les accords d'Évian. Donc ils ont eu un statut défini qu'en novembre 1961. Jusque-là, c'était des ouvriers. Donc lorsqu'ils pouvaient être blessés, et leurs blessures en guerre étaient considérées comme un accident de travail. Donc ils n'avaient pas les mêmes droits qu'un militaire classique. Une autre chose aussi, parce que j'essaye de vous donner des informations utiles pour pouvoir mieux suivre moi mes propos, c'est qu'il existait 5 catégories d'auxiliaires de l'armée française. Les plus connus, ce sont les harkis. D'abord, c'était les plus nombreux, et c'est ce mot qui est resté donc dans le langage commun en fait. Mais dans l'armée française, donc il y avait les harkis, les Moresni, les GMS, groupes mobiles de sécurité. Il y avait les SS, ils étaient très très peu nombreux, et les GAD, c'était les groupes d'autodéfense qui eux n'étaient pas payés. C'était des paysans qu'on a armés avec des fusils de chasse, et puis les encadrants, donc les chefs, avaient un petit pécule. Mais en général, c'était des gens qui le faisaient bénévolement. Alors ensuite, d'autres informations. Donc en 7 ans et demi de guerre, on estime à entre 250 000 et 300 000 hommes qui ont été recrutés par roulement. Il n'y a jamais eu 200 000 personnes, 200 000 harkis en tout. Voilà, donc, mais en tout, sur 7 ans et demi de guerre, c'était entre 250 000 et 300 000. Alors, ce sont des chiffres qui sont toujours discutés. Je m'appuie sur la seule thèse qui a été faite là-dessus, c'est celle de François-Xavier Autreux. Voilà, lui, il a fait ça sur le recrutement, enrôlement, etc. des harkis. Alors, une autre chose, à mon avis, qui est importante à savoir, c'est de quel milieu social venaient les harkis. Qui ils étaient, donc socialement, avant la guerre, pendant la guerre, etc. Alors, dans la très grande majorité, c'était des ruraux. Alors, qui dit ruraux dit paysans, donc agriculteurs, ils vont travailler leurs terres, etc. Des bergers, notamment. Certains hommes louaient leurs bras pour aller travailler dans des grandes propriétés qui étaient tenues soit par des colons, soit par des familles algériennes riches aussi. Il y avait des familles qui utilisaient les bras, disons, des gens, des gens pauvres, parce qu'ils faisaient partie de la couche pauvre en Algérie. Mais pas tous. Lors de mon travail de captation de témoignages, alors, surtout pas généralisé, c'est juste pour l'exemple, j'ai rencontré par exemple un enfant de bijoutier qui est peut-être dans la salle, parce que je l'ai rencontré dans la région, un ancien boulanger, donc un harki, qui était boulanger avant de devenir harki, ou une épouse d'herboriste. Voilà, vous voyez, donc on peut trouver autre chose que des paysans qui travaillaient la terre ou qui étaient des bergers. Alors, sur le plan, j'allais dire, citoyenneté, qui étaient ces harkis ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le système colonial était ce qu'il était, à mon avis, critiquable, bien évidemment. C'est qu'il y avait, donc c'était des Français, tout le monde était français, quelle que soit l'origine, sauf qu'il y avait 2 sortes de citoyens. Il y avait les citoyens de droit commun, comme nous le sommes tous, en France, nous sommes tous du même, même sorte de citoyens. Mais le système colonial permettait 2 sortes de citoyens, des citoyens de droit commun et les citoyens de droit local. Et les harkis faisaient partie
de ses citoyens. C'est important de le retenir pour la suite. Ensuite, dans les faits importants, enfin, les choses importantes à partager avec vous, c'est les raisons de leur engagement ou enrôlement selon les cas. Qu'est-ce qui a amené ces paysans, dont certains même n'avaient jamais vu en fait d'Européens d'Algérie, et qui se retrouvent effectivement dans l'armée française. Je vais le résumer vraiment dans une petite phrase. On peut dire que ce sont les violences inhérentes à la guerre. Voilà, donc une population prise entre deux feux. Donc les indépendantistes qui avaient besoin effectivement de la population, de l'aide de la population, et de l'armée qui avait besoin aussi de bras, qui avait besoin d'hommes pour aller combattre les indépendantistes, etc. Ça, et en fonction, si vous voulez, des violences subies par cette population, en fait, les gens basculaient d'un côté ou de l'autre. Voilà. Après, je ne retire pas le côté engagement. Il y a des personnes qui se sont vraiment engagées pour l'indépendance de l'Algérie. Vous voyez, mais côté harki, il y avait énormément, si vous voulez, de décisions prises à cause de la violence inhérente à cette guerre. Alors la violence, oui, c'est on vous tue votre frère, si c'est tué par l'armée française, il y a beaucoup de chances pour que les hommes aillent rejoindre les indépendantistes. Et si ce sont les indépendantistes qui sont venus la nuit ou de jour et qui tuent une famille entière ou un homme ou une femme, enfin peu importe, il y a aussi des chances pour que les hommes de cette famille aillent rejoindre l'armée française, etc. Voilà. Donc les violences inhérentes à la guerre. Alors il y a une autre violence qui n'est pas une violence de combat, de tuerie, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que on peut dire qu'entre un quart et un tiers de la population algérienne a été déplacée pendant la guerre. Ils ont été déplacés pour créer des zones interdites. Mais ça, je répondrai à vos questions. C'est très technique. Donc, voilà. Donc, on a déplacé les paysans pour les mettre dans des camps, ou soit déplacés, mais livrés dans la nature. Parce que, voilà. Donc, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont été dans des camps de regroupement. Quand on a déplacé ces paysans, ils ne sont pas partis avec leur jardin, avec leurs poules, avec les bergers n'ont pas forcément pu prendre leurs moutons ou leurs chèvres, etc. Et parmi eux, il y a des gens qui se sont engagés pour avoir une solde, tout simplement, parce qu'on déplace des populations, on peut les faire mourir de faim. Et c'est arrivé dans certains camps. Pas tous, mais c'est arrivé. Et après, là, c'est l'enrôlement. Enrôlement veut dire qu'il faut des causes extérieures, ce n'est pas idéologique. Mais il y a l'engagement aussi. Alors, il y a des harkis qui ont fait le choix d'aller s'engager. Alors, on les trouve plutôt parmi les anciens combattants, ceux qui avaient fait, par exemple, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre d'Indochine, par exemple. Ce sont des hommes, au moment du choix, parce qu'à un moment, il fallait choisir son camp. Eux, ils avaient une sorte de loyauté, donc à l'uniforme qu'ils ont porté, au drapeau qu'ils ont servi, et eux ont fait le choix aussi. Donc on les retrouve plutôt chez les harkis âgés. D'ailleurs, il n'y en a presque plus parce que, voilà, c'est les hommes qui s'étaient engagés au début de la guerre et qui avaient 40 ans, vous imaginez, c'est des hommes qui auraient plus de 100 ans. Voilà, donc il y avait ça. Et puis aussi, j'ai rencontré aussi des harkis qui m'ont dit, moi j'étais légaliste, On m'a dit que l'Algérie, c'était la France. J'ai choisi la légalité. Donc, au moment de choisir, j'ai choisi de servir l'armée française. Et puis, il y a aussi une autre catégorie. Et c'est humain, il faut le dire. Il y a des gens qui ont eu peur aussi. Voilà. La peur vous fait choisir. La peur est humaine. Donc, c'est une dimension qu'il faut, à mon avis, accepter. Alors, donc, ils font une guerre. Quel est leur rôle pendant cette guerre? Alors là, je me suis appuyée sur la thèse de François-Xavier Autreux, qui dit qu'environ 15% ont été affectés à des commandos de chasse. Donc eux, leur rôle, c'était vraiment de faire la guerre. Ils la faisaient quotidiennement. Donc eux étaient en opération. Et puis, beaucoup d'autres
en fait, comme les Moresny qui avaient travaillé dans les SAS, mais on parlera des SAS cet après-midi si vous voulez bien, eux, par exemple, ont construit des dispensaires, des écoles, etc., des routes. Certains ont creusé des puits. Et tout ça, si vous voulez, donc ils avaient des hommes à leur disposition, donc ils ont pu faire tout ça. Alors, mais ces hommes à qui qu'on a employés à faire autre chose que la guerre, on les a amenés, dans certains cas, à faire la guerre aussi. Les Moresny, dans certains cas, lorsqu'il manquait de bras dans une troupe, on allait les chercher aussi. Voilà, donc c'était des auxiliaires de l'armée française, et l'armée française les employait comme elle l'entendait. Alors, ça va vite, mais voilà, pour tenir dans le temps, le sort des harkis à la fin de la guerre. Alors, à la fin de la guerre, il y a eu des accords qui ont été signés, qu'on appelle les accords d'Évian. Et ces accords marquent le début du processus de sortie de guerre. Et ils ont été donc signés le 18 mars 1962. Et l'indépendance de l'Algérie a été reconnue par le président de la République de l'époque, qui était Charles de Gaulle, le 3 juillet. Proclamation. Alors, vous allez souvent entendre l'indépendance de l'Algérie, c'est le 5 juillet. Et en fait, la véritable date, c'est le 3. C'est en Algérie où, en fait, le 5 juillet, pour faire correspondre avec la date, le premier jour de la conquête de l'Algérie, qui avait commencé donc le 5 juillet 1832. Voilà pourquoi cette date est retenue par les Algériens. Mon collègue est d'accord, c'est ça? Voilà. Donc, il s'est posé donc rapidement, si vous voulez, on signe les accords d'Évian, l'indépendance approche. Il s'est posé la question de faut-il accueillir les familles de harkis en France? La question, elle a été posée. Hein, donc, on a des archives qui montrent bien que à Paris, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire d'eux, en gros. Et souvent, on va vous dire, hein, il y a une idée reçue selon laquelle, en fait, on ne les a pas ramenés parce qu'il y avait le bazar en Algérie, l'été 62, il y avait l'OAS, il y avait ce qu'on a appelé après les pieds noirs, donc les Européens d'Algérie qui partaient dans la précipitation. Il y avait une espèce de chaos. Et en fait, à mon sens, la question, la décision avait été prise près de 18 mois avant. 18 mois avant, donc fin 1960, début 1961, on savait que si l'Algérie accédait à son indépendance, on allait les laisser en Algérie. Le gouvernement français avait commandé un rapport à un énarque du Conseil d'État lui demandant de réfléchir à la question. Si l'Algérie accédait à son indépendance, est-ce qu'il faut les ramener ou pas? Et en fait, le rapport, qui a été remis en janvier 61 au ministre des Affaires algériennes, qui est Louis Joxe, le rapport conclut que le rapatriement des harkis, je le cite, n'est ni à prévoir, ni à souhaiter, encore moins à encourager. Donc, à partir de janvier 61, les harkis devaient rester en Algérie. Alors, quoi qu'il en soit, lors des négociations donc, qui aboutiront aux accords d'Évian, etc., il y a un article, l'article 2, qui dit, je le cite, « Nul ne pourra faire l'objet de mesures de police ou de justice ou d'une discrimination quelconque en raison d'actes commis à l'occasion des événements survenus en Algérie avant le scrutin d'autodétermination. » Le scrutin, c'était le 1er juillet 62. Et pourtant, dès le 18 mars 1962, dans l'Oranie, des harkis commencent à faire l'objet d'exactions et d'assassinats. Donc, très vite, c'est arrivé. Alors, parallèlement à ça, le 20, là je donne quelques dates qui me semblent importantes, le 20 mars 1962, il est proposé, entre autres, aux harkis, sous réserve bien sûr d'aptitude physique, de s'engager dans l'armée. Vous avez vu, il fallait les abandonner, mais là, on commence à en massacrer certains et on demande à ceux qui étaient jeunes, qui n'avaient pas d'attache familiale, de s'engager dans l'armée s'ils le voulaient.
Alors, on a des chiffres. Entre 1300 et 1400 hommes se sont engagés dans l'armée. Je vois un monsieur qui est là au premier rang, monsieur Laïdaoui, il me semble qu'il a fait partie des hommes qui se sont engagés. Donc, on est dans l'histoire, là. C'est merveilleux. On a l'histoire et la mémoire et des gens qui peuvent apporter tout ça. Alors, que faire face aux persécutions qui s'enchaînent? En fait, des officiers de l'armée française ont commencé à dire non, Paris n'en veut pas, mais nous, on ne va pas les laisser se faire massacrer ou arrêter, etc. Et ils ont commencé une partie de bras de fer avec Paris. Donc, il y a des officiers qui ont dit, notamment un lieutenant qui est devenu général quelques années plus tard, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le général Meyer, qui est décédé cette année au mois de juin. Donc lui, il était dans l'Oranie, il a vu certains de ses harkis tués, il les a pris en photo. D'ailleurs, les rares photos d'hommes tués ont été faites par ce lieutenant. Donc lui, il a dit, moi je ne pars pas sans eux. Voilà. Ça, ce sera l'objet d'une deuxième question qu'on vous posera Oui. plus tard sur la désobéissance qui a eu lieu justement Ok, très bien. Alors, je m'arrête là et je reprendrai après. Oui, merci. Ok. On va passer à Marc-André. J'ai une deuxième question du coup à vous poser, Marc-André, sur la manière dont l'État a traité la question du rapatriement, sur une certaine ingénierie d'État qui s'est mise en place pour différentes populations et du coup sur les ressentis qui peuvent émerger au sein de ces populations, de ces communautés. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais juste représenter, parce qu'on est arrivé tellement vite en voiture que je ne savais pas que c'était déjà à moi de prendre la parole tout à l'heure. Et j'ai souvent posé une question quand on m'a dit « Est-ce que tu veux venir parler ?» en disant « Je serais peut-être un intrus, je n'ai pas travaillé sur les harkis. » Et je pense que c'est toujours important de dire d'où l'on parle et ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Donc, je suis plus venu pour converser que pour apporter un discours scientifique ou autre. Néanmoins, j'ai quelques petits liens avec ce sujet, avec ces populations, avec ces visages dont on parlait tout à l'heure. J'ai commencé mon premier diplôme universitaire par une maîtrise sur les rapatriés d'Algérie dans la région lyonnaise. Donc déjà, j'ai commencé mon premier travail d'historien, si vous voulez, c'était vraiment de réfléchir sur cette population qui avait migré, qui avait été migrée, forcée, dans des conditions, voilà, et puis qui s'était installée à Lyon, qui avait créé des équipes de hand, des équipes de foot, qui avait milité dans des associations ou pas, etc. Ensuite, j'ai fait ma thèse, mon doctorat, sur les femmes algériennes qui sont venues en France avant l'indépendance, mais comme j'ai travaillé sur leur trajectoire, j'ai découvert qu'en 62, il y avait des nouvelles femmes qui arrivaient et elles étaient appelées dans les sources que je consultais femmes de harkis ou même harkettes. C'est la première fois que je voyais cette appellation harkette. Ensuite, je suis devenu prof à la fac et j'ai des étudiants qui commencent deux étudiants qui commencent des mémoires sur des harkis. L'un sur le camp de Mourmelon, spécifiquement sur la période et les populations harkis, et un autre sur le hameau de forestage de Heinz-Chalvinac dans le Cantal. Donc je suis très intéressé en fait par ces rencontres qu'on peut faire. Et enfin, dernièrement, j'ai coécrit un article avec Jan Skoldio-Zurcher, et c'est sur ça que je vais m'appuyer pour faire un petit résumé. Donc Fatima, elle s'est arrêtée sur le moment où les populations reviennent en France. Et comme je travaille sur les migrations, c'est important de dire que toutes les populations ne reviennent pas de la même façon et ne suscitent pas une même politique d'accompagnement. Et c'est pour ça que Jan Skoldio-Zurcher, qui a fait un livre absolument magnifique qui s'appelle Devenir métropolitain, il parle d'ingénierie d'État. Alors si on regarde, première population qui arrive à ce moment-là dans les années 62-63, mais surtout 62, ce sont les Français qui viennent en France métropolitaine, donc qui sont d'origine pied-noir, qui sont des Français européens d'Algérie. Or, ce que l'on voit, et c'est ce que montre Jan Skoldio-Zurcher, c'est qu'il y a une véritable politique d'insertion professionnelle et sociale qui est mise en place quasiment au cas par cas. Une administration leur est dédiée, dirigée par un ministère des rapatriés, repris ensuite par les services de l'Intérieur. Ils font appliquer une législation favorable à leur relogement, ce qui leur permet d'éviter les bidonvilles. Ça leur permet une législation favorable aussi pour leur réemploi. Les fonctionnaires restent fonctionnaires, les artisans peuvent redevenir artisans. Il y a toute une série d'accompagnements vraiment individuels. Et donc leur installation professionnelle leur permettent finalement de retrouver un parcours comme ils avaient en Algérie. La politique d'insertion organisée par le gouvernement, en fait, consiste à les réinstaller avec des subventions de l'État, avec des crédits, et de leur donner une vie proche de celle qu'ils avaient perdue.
Donc on a bien un État protecteur, et c'est pour ça que l'on voit quand on veut intégrer une population, même si c'est 800 000 personnes, on y arrive. Il suffit de mettre les moyens, il suffit d'avoir une politique volontariste. Donc d'un point de vue politique, il y a eu un suivi individualisé sur ces populations, ce qui n'enlève rien les souffrances intimes, les traumatismes du déchirement, le cimetière qui est resté en Algérie avec les morts, etc. Donc dire d'un côté, il y a eu une politique active d'insertion sociale et professionnelle pour les populations françaises d'Algérie pour qu'elles se réintègrent, ça n'enlève rien au fait de dire aussi qu'il peut y avoir des souffrances psychologiques. Maintenant, si on regarde les populations dites musulmanes, alors on a des Tunisiens et des Marocains, qui sont devenus donc des étrangers, mais les Algériens aussi, ceux qui deviennent Algériens avec les accords d'Évian de 62, deviennent aussi des ressortissants de pays étrangers. Donc eux, quand ils migrent en France, ils ne migrent pas en fonction des politiques faites pour les rapatriés d'Algérie. Les Algériens continuent à venir et on a des trajectoires qui s'inscrivent donc dans des structures politiques propres aux étrangers. Les administrations changent de nom, elles relèvent du ministère de l'Intérieur. Dans les préfectures, on avait les conseillers techniques aux affaires musulmanes qui vont devenir un service de promotion des migrants. Et on a des structures discriminatoires qui persistent et qui vont devenir de plus en plus dures à partir de 1965 parce que les Algériens, ils appartenaient aux étrangers, mais ils avaient quand même des mesures plutôt favorables par rapport à d'autres étrangers. Et à partir de 1965, la machine se grippe un petit peu. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des distinctions donc confessionnelles qui sont héritées de la colonisation entre les Français d'Algérie et les populations musulmanes qui deviennent algériennes. On pourrait aller beaucoup plus loin avec des anciens bachagas ou des personnels musulmans de l'administration française en Algérie qui vont opter pour la nationalité française en 1963 et qui vont aussi pouvoir suivre une carrière en France. Mais donc on voit bien qu'il y a d'un côté en fait des migrants maghrébins, des rapatriés d'Algérie, mais on a entre les deux d'autres populations qui ne relèvent ni de l'un ni de l'autre, comme les harkis, comme les populations harkis et de leurs familles, qui eux vont être parqués dans des camps, dans des réserves forestières, et donc c'est là qu'on voit que les populations ne sont absolument pas les mêmes selon les catégories de population. Et ce qu'on peut dire, et je m'arrêterai là, c'est qu'en fait c'est l'histoire coloniale qui se rejoue d'une certaine façon dans ces migrations. On a d'un côté certaines catégories de population, les Français d'Algérie, qui sont considérés comme étant de retour. Ils sont rapatriés, alors qu'il y a eu des hésitations sur les termes. Est-ce qu'ils sont repliés? Est-ce qu'ils retourneront en Algérie? Mais l'État français considère que ce sont des Français. Ils reviennent en France. Et donc, voilà, ils sont membres de droit de la nation française. Les autres, les travailleurs, sont destinés à repartir. Ils appartiennent à l'administration qui traite les étrangers. Et entre les deux, il y a ce flou d'attente sur les populations et les familles de harkis. Et là, il y a autant d'histoires, j'ai l'impression, que de personnes qui sont dans cette salle. Voilà. Donc moi, je m'arrête là sur... Alors oui, je pourrais juste faire une ouverture. C'est qu'on a donc des communautés migratoires différentes, on a des communautés d'expériences différentes. Et après, ça porte des trajectoires mémorielles différentes. C'est-à-dire que la mémoire des Pieds Noirs n'est pas la même que la mémoire des harkis. Et j'ai presque envie de dire, mais là, c'est presque une question que je poserais. Est-ce que parmi les harkis, il n'y a pas aussi différentes communautés mémorielles, des façons autres d'envisager sa propre histoire, de son groupe, de ses conditions de retour? Parce que être dans un hameau, ce n'est peut-être pas être dans un camp, mais là, c'est plutôt, j'ai envie d'apprendre de vous plutôt que vous expliquer des choses. Voilà, merci beaucoup. Moi, je dirais bien, Merci Marc-André. Quelque chose, juste, vraiment. Donc, vous avez vu là... en fait, il vous a parlé de citoyens de droit commun et de citoyens de droit local. C'est ça. C'est comme ça qu'on a pu faire une sorte de discrimination. Parce que tout ce qui a été fait légalement. Donc il y a des lois, il y a des décrets, etc. Donc effectivement, il y a eu le traitement des Européens d'Algérie a été fait différemment parce que ce n'étaient pas les mêmes catégories de citoyens. Fatima Besnassi-Lonkou, gardez le micro. Ah, d'accord. Puisque j'ai une question du coup face à l'abandon des pouvoirs publics, et vous avez commencé à en parler tout à l'heure après les accords d'Évian, donc l'abandon des pouvoirs publics français de la communauté harki, des réseaux s'organisent et souvent donc dans la désobéissance pour le rapatriement des harkis en France, et c'est l'objet de votre livre. Et là maintenant j'aimerais bien que vous nous parliez de ces réseaux et de la manière dont ça s'est organisé. Écoutez, oui, je veux bien, mais je vais vous donner 3 ou 4 dates pour bien comprendre vraiment. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de ce rapport qui avait été remis en janvier 61. En fait, il y a d'autres dates, à mon avis, qui sont importantes. Donc, citoyens de droit local. En janvier 61, on sait qu'on va les abandonner.
Il y a eu les accords d'Évian disant oui, de toute façon, on va les protéger. Vous avez vu, il y a un article, l'article 2. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le 18 juin, vous voyez, le 18 juin avec le, je pense que c'est pas par hasard, le 18 mars 62, il y a eu les accords d'Évian. Mais il y a une date importante qui est méconnue, c'est le 13 avril 1962. Il y a une loi qui a été votée donc à Paris, disant que si l'Algérie accédait à son indépendance, tous les Français d'Algérie de droit local deviendraient automatiquement algériens. Voilà. Vous avez vu les... Vous voyez, rien n'est illégal dans ce qui a été fait au Harki. Il y a eu des lois, des décrets, etc. Arrive donc l'indépendance, le 3 juillet. Le 21 juillet, une ordonnance vient appliquer la loi du 13 avril 62. Cette ordonnance, elle fait qu'appliquer, disons, voilà, tout ce que je vous disais sur la loi. Donc, du jour au lendemain, tous les Algériens, je dis bien tous les Algériens autochtones, deviennent Algériens. Mais ceux qui ont lutté pour l'indépendance étaient très heureux. Puis ils avaient lutté pour ça, devenir Algériens. Mais imaginez le piège historique pour les auxiliaires de l'armée française et leurs familles. Donc, vous voyez, 13 avril, c'est une loi, voilà, importante. Et ensuite, on arrive... non, je vais m'arrêter là. J'ai une date que j'ai dépassée, mais ça n'a vraiment les deux dates. Vous voyez comment on peut... Parce que souvent, on dit, oui, on a abandonné les harkis illégalement, etc. Non, il n'y a rien eu d'illégal. C'est comme la mise en place des camps, par exemple, d'internement pendant la guerre, etc. Il y a toujours eu des lois ou des décrets pour mettre en place des mesures. Après, c'est sur le plan moral. Hein. Après, sur le plan, il y a le plan légal ou moral. Alors donc, puisque je parle du plan moral, je vais revenir aux officiers qui ont désobéi. Alors donc, Paris dit, on les laisse sur place. De toute façon, c'était prévu. Donc, ils sont devenus algériens depuis le 21 juillet. Mais il y a donc ces officiers qui n'étaient pas vraiment attendus par Paris, qui se sont mis à s'agiter, à remuer, etc., à faire vraiment un vrai bras de fer pour les faire venir. Et à Paris, il y a une réaction. En avril 62, quand on s'est rendu compte que pas mal, pas tous, hein, loin de là, un certain nombre d'officiers commençaient à protester, un haut fonctionnaire a mis en place un plan de rapatriement. Donc il y a eu un petit plan de rapatriement, mais qui était extrêmement restrictif. C'était pas plus de 5000 harkis. Donc vous avez vu, je vous avais dit que c'était entre 200 000 et 300 000 voilà, personnes, hommes en tout cas. Il fallait justifier qu'ils étaient menacés. Voilà, donc avoir une attestation comme quoi... alors, il y a des officiers qui ont fait des attestations pour montrer qu'ils étaient réellement menacés. Et il y avait une troisième condition. Il fallait qu'ils soient sur une liste qui devait être bouclée au 30 juin 1962. Donc, ils avaient un peu plus de 2 mois pour se bouger. Alors, les harkis qui avaient été, entre-temps, désarmés, renvoyés dans leur village lointain où il n'y avait pas de route pour se déplacer, où ils n'avaient pas de moyens de locomotion, etc., puis qui n'avaient peut-être pas entendu non plus parler de ce plan qui est très restrictif. Donc, à ce moment-là, voilà comment il y a eu très peu de personnes qui ont été concernées par le plan officiel de rapatriement. C'est monsieur qui donne la parole, Rachid. Est-ce que... Très rapidement. Juste un mot. Parce que quand Fatima, que je connais très bien, et que j'estime bien, elle dit que c'était légal, on avait servi de monnaie d'échange. Et ce que je regrette, c'est que moi, je ne suis pas un politicien. Je sors du château de Lascours. Rassurez-vous, je n'ai que le certificat d'études. Donc, je ne suis ni un orateur, ni un intellectuel. Par contre, de ne pas évoquer De Gaulle
Et l'abandon, pour dire l'abandon, c'est anticonstitutionnel, c'est pas légal. C'est pour ça que je... Oui. Non, quand je dis l'égalité, c'est pas... Rachid, je ne justifie rien. Je ne justifie rien. Ce que je suis en train de montrer, c'est que vis-à-vis de... Puisqu'on va rester sur les harkis, vis-à-vis de cette population, si vous voulez, à Paris, on a trouvé des outils pour ne pas que la communauté internationale les condamne. Donc, les juges ou les condamnent. Vous voyez, c'est là-dessus. Je ne fais que mon travail d'historienne en donnant des dates, etc. Quand je dis légal, c'est même dramatique que ça soit légal. Oui, mais c'était des artifices législatifs, oui, on va dire, bien évidemment, qui ont ensuite été contournés justement par des gens qui étaient dans l'armée française. Absolument, voilà. Absolument. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que... Non, mais écoute, ça sert bien. Tes questions me servent à préciser les choses. Et donc, effectivement, c'était légal. D'ailleurs, le 25, puisque tu veux qu'on parle du général de Gaulle, tiens, je vais te parler du général de Gaulle. Le 25 juillet 1962, on était 4 jours après l'ordonnance qui leur retirait leur nationalité. Alors, on comprend, le 21 juillet 1962, ils deviennent algériens, qu'ils le veuillent ou non. Et 4 jours après, au Conseil des ministres, le général de Gaulle dit les harkis qui arrivent quand même en France, on ne va pas les considérer comme des rapatriés, mais comme des réfugiés. Réfugiés veut dire quoi? C'est des étrangers. Sauf que, légalement, 4 jours avant, on en a fait des étrangers. Effectivement, sur le plan de la légalité, c'était des réfugiés. Parce que c'est ça, entre un réfugié et un rapatrié, c'est pas la même. Et je ne justifie pas. Non, la légalité n'est pas la moralité. Oui, la légalité n'est pas la moralité, absolument. Voilà. Alors donc, ces officiers commencent donc à faire venir des familles entières, d'ailleurs. Et puis, il y a le ministre des Armées, Pierre Messmer, qui envoie un télégramme en Algérie, il les menace de sanctions. Et puis 2 ou 3 jours après, c'était pareil, Louis Joxe, donc ministre des Affaires étrangères, fait la même chose. D'ailleurs, lui, il dit, ceux qui arriveraient en métropole, on va les renvoyer. Malgré tous les freins mis en place, malgré tout ça, malgré cet abandon qui ne dit pas son nom, parce qu'il n'y a aucun document disant qu'il faut abandonner les harkis. Personne n'aurait osé l'écrire, mais c'est un abandon qui ne dit pas son nom. Ils arrivent quand même à faire venir, entre 1962 et 1964, parce que les derniers militaires quittent l'Algérie en avril 1964, 43 000 personnes. Et ces 43 000 personnes, on les met dans des camps. Et là aussi, c'est fait de manière la plus légale possible. On les met dans les camps avec le décret du 8 août 1962, bien avant l'ouverture du camp de Rivesaltes qui ouvre en septembre 62. Là encore, il y a la légalité, donc on ne peut pas être jugé, puisque voilà, c'est des camps. Normalement, on n'a pas le droit de mettre des gens dans les camps, mais on ouvre les camps. Alors, donc, il y a ceux qui viennent. Il y en a à peu près 45 000 qui arrivent par le truchement de l'immigration économique. Donc, ils vont se retrouver avec l'immigration tunisienne, marocaine, etc., algérienne aussi. Et aujourd'hui, on se pose des questions. C'est le bilan. Quel est le bilan, en fait, de ce drame? Alors, il y a eu, on sait les chiffres, je ne vais pas m'hasarder les données, plusieurs milliers de harkis qui ont été tués, parfois avec des membres de leur famille. Plusieurs milliers ont été emprisonnés. Ça, c'est sûr, puisqu'il y a des archives à Genève qui répertorient près de 2500 prisonniers. Mais on sait qu'il y en a beaucoup plus parce que les délégués du CICR n'ont pas vu tout le monde. Et ces délégués du CICR, donc, étaient d'autant plus à l'aise d'aller rencontrer ces prisonniers
qui connaissaient l'Algérie. Parce que pendant les 7 ans et demi de guerre, ils étaient sur place. Ils sont allés visiter les prisonniers indépendantistes dans les prisons civiles françaises ou militaires, dans les camps d'internement, etc. Donc, lorsqu'ils sont allés en 63 contrôler les conditions de détention des harkis, ils savaient comment circuler sur le territoire. D'ailleurs, le CICR est intervenu en Algérie. Ça fait l'objet de ma thèse, dans quelque chose que j'ai longuement travaillé. Mais les délégués du CICR étaient venus également en France pendant la guerre et après, donc pour aider matériellement les familles de harkis. Et puisqu'on est à proximité du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, des délégués du CICR étaient venus dans le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise. Ça, ce que je peux, voilà. Mais ils étaient venus aussi pendant la guerre visiter donc les camps d'internement des indépendantistes et les prisons d'indépendantistes. Et dans les prisons, par exemple, ils sont allés dans une prison qui est très connue, celle de Montluc, donc à Lyon. Dont on reparlera dans la deuxième partie, puisque c'est l'objet du... Où il existe un mémorial, d'ailleurs. Livre de Marc-André, effectivement, où la question mémorielle est absolument cruciale. Mais ça, on y reviendra dans une deuxième partie, sur la partie du présent. On reste encore sur cette partie du passé. Je me tourne vers Ouria Delhomme Bentayeb. Alors, vous avez coécrit ce livre avec Fatima Besnassi-Lankou. Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir explorer cette mémoire ? La mémoire qui concerne donc ces sauveteurs. Oui. C'est bien ce que vous voulez entendre. Oui. Voilà. Donc, à travers le livre que nous avons coécrit, donc nous avons réuni des témoignages de soldats français, mais pas que. La plupart sont des militaires. Alors tout d'abord, je voudrais juste préciser l'intérêt donc de cet ouvrage. Alors c'est vrai que l'approche, en tout cas du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, a fait que ça a été très intéressant de revoir justement ce qui s'est passé pour les harkis en 62 et donc redonner un coup de projecteur sur les modalités dont ils ont été sauvés et par qui. Donc, ce qui nous a intéressé dans ce recueil de témoignages, je dois préciser que Fatima avait déjà beaucoup recueilli de témoignages. Il s'est agi ensuite de les réunir et surtout de centrer sur cette période-là. Et alors, tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément choisi un tel ou un tel au départ. Et ce qui a été très, très intéressant, et donc on l'a fait, et Fatima, donc, qui avait réuni ces témoignages très, très variés, on s'est rendu compte à la fin, lorsqu'on a fait un petit peu le recensement une sorte de petite sociologie de tous ces personnages qui ont été des sauveteurs, on s'est rendu compte qu'ils étaient très différents. Ils viennent de milieux sociaux très variés. Il y a des personnages de haut rang, il y a évidemment beaucoup de militaires, mais parmi les militaires, il y a également à la fois des appelés, donc qui se sont trouvés par hasard dans cette histoire. Il y a eu également des engagés. Donc dans cette diversité-là que nous avons à la fin, a posteriori, recueilli, c'est que il y a des gens de confessions différentes, donc des chrétiens, des juifs, des non-croyants. Et donc ça a été très, très intéressant. On pourra peut-être en parler après. Ensuite, il y a des gens qui étaient au départ Algérie française, qui ont pu ensuite, quand ils ont vu l'histoire dans laquelle on les engageait,
dans l'abandon des harkis, eh bien, ils ont compris que finalement, l'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Il y a je dis des hommes, mais il y a aussi des femmes. Alors des femmes de l'ombre, puisque il y avait des militaires, mais leurs femmes étaient, surtout pour les engager, les femmes étaient présentes. Et donc, lorsqu'il a fallu faire ce sauvetage, elles ont été embarquées, en tout cas dans l'aventure. Elles ont aidé. Il y avait également alors, oui, et sur le plan politique, effectivement, il n'était pas forcément... il y avait des gens de droite, il y avait des communistes, il y avait des... Voilà. Et donc, et ce qui nous a intéressés, encore une fois, a posteriori, on a découvert, quand on leur a posé la question « Pourquoi vous avez fait ça ?» Eh bien, la réponse unanime de chacun, il n'était pas question de laisser des gens subir la persécution. C'était pas possible. En fait, il s'agissait de sauver avant tout, des humains. Sauver des humains. D'autres, évidemment, surtout pour les engagés, et notamment de Meyer, dont Fatima nous a parlé tout à l'heure. Donc, lui, il nous a aussi expliqué la manière dont il a désobéi, hein, donc il faut le dire, il a désobéi, il s'est opposé aux directives. Et lui, il a considéré que il aurait été déloyal de sa part d'abandonner des gens qui ont été loyaux pour lui et qui lui ont sauvé la vie. Plus d'une fois, donc. Donc, si vous voulez, tout ça pour expliquer que dans cette diversité d'individus, il y a le point commun, et le point commun que nous avons retrouvé chez tous, c'est l'humanité. Oui. Voilà. Jean-Christian Rey, pour conclure cette première partie sur le passé, qu'est-ce que ça vous inspire, ces consciences individuelles, ces réseaux d'entraide dans toute la France dans les années 60 qui se sont mobilisés pour justement aller sauver ces personnes qui étaient menacées d'un véritable massacre, hein, on l'a dit. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, ces comportements-là, individuels et collectifs par moment ? Oui. Ben, d'abord, j'ai écouté attentivement ce que les différents intervenants, mais c'est vrai que la mémoire, elle est plurielle, qu'il n'y a pas une seule façon d'aborder ce sujet. Et de la même façon, les sauveteurs, comme vous les avez appelés, sont aussi pluriels et arrivent avec des cheminements différents, mais qui ont tous un point commun en disant il y a la légalité d'un côté, il y a la moralité de l'autre. Et donc ça, c'est une question qui est moderne. On est dans un cinéma, je crois qu'ils ont à l'affiche Simone, je n'ai pas vu le film, mais enfin j'irai certainement voir, ou qui respire de la même logique, avec des gens qui ont respecté la loi. Et le débat qui s'en est suivi en disant est-ce que c'était des gens qu'il faut condamner ou qu'il ne faut pas condamner, alors qu'ils ont respecté la loi, qui n'était pas morale à ce moment-là. Et là, on a ces mêmes questions, mais on peut se les poser aussi sur la guerre en Ukraine aujourd'hui. Enfin, il y a une vraie modernité sur ces travails-là. C'est aussi pour ça que ces sujets pour nous sont importants, parce que la question mémorielle doit aussi nous éclairer sur la limite qu'on a tous chacun, mais ce que vous avez très bien dit, c'est que tout ce qu'ils ont en commun, finalement, c'est leur humanité, et c'est le fait de dire on ne traite pas les gens de cette manière-là, et qu'à un moment donné, quelle que soit la règle, il y a l'évidence. On ne se pose pas la question, quand quelqu'un trébuche devant nous, on l'aide, on ne lui demande pas d'où il vient, qui il est, on ne lui fait pas passer un questionnaire avant. Donc comment on fait demain c'est une question extrêmement moderne, et c'est aussi ça qui, à mon avis, à mettre en évidence dans le parcours mémoriel, c'est à la fois de constater ce qu'on en tire et d'avoir cette question moderne sur jusqu'où on laisse faire les choses et jusqu'où on dit non et on n'accepte pas que ça passe. Et qu'est-ce qui finalement regroupe notre humanité à toutes et à tous ? On a évidemment des désaccords quotidiens et qui sont respectables, mais il y a des lignes qui ne sont pas franchissables, et c'est ces lignes où on doit se mobiliser pour les franchir. Donc c'est une grande modernité. Grande modernité, comme vous le dites, et donc ça nous permet de faire la transition vers la deuxième partie de cette conférence, donc sur le présent. Je me retourne vers vous, Fatima Besnassi-Lankou, pour démarrer cette deuxième partie, pour vous demander pourquoi il est important aujourd'hui de mener une politique mémorielle autour de la question harkie, notamment depuis 1995, où ça a été un peu une année marqueur, un peu le début de cette question mémorielle. D'accord, avec vous faites allusion
Oui, pardon. Vous faites allusion à Jacques Chirac qui lance effectivement avec le Veldiv. Voilà. Alors, j'allais dire un lieu commun, en fait, pour vivre ensemble, essayer de construire quelque chose de commun, voilà, d'uni, qui nous unisse, qui ne dissimule rien, etc. Donc oui, j'allais dire, oui, c'est important de pour éviter faire. Que ça se reproduise un jour. Oui, que ça se reproduise, et puis donner droit de cité aux différents groupes qui ne s'entendent peut-être pas forcément, mais qui, peut-être à force d'échanger, pourraient effectivement marcher ensemble, ou en tout cas peut-être faire plus que cohabiter côte à côte, hein, être capable de s'entendre. Voilà, donc cette politique n'est pas simplement la politique mémorielle, qui s'inscrit bien évidemment dans la politique globale, donc dans la politique publique. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, dans la politique publique. Ce n'est qu'un souffle, j'allais dire, produit la politique mémorielle. Et on a tous effectivement intérêt à ce que ça soit travaillé en finesse, travaillé avec bien sûr les témoins, avec les archives, voilà, pour construire vraiment quelque chose. Avec impartialité aussi, j'imagine. Non, mais oui, bien évidemment, ça va sans dire. Mais peut-être qu'il vaut mieux le dire aussi. Alors moi, si vous voulez, je peux bien vous donner, parce que la politique publique mémorielle est assez récente en fait. Oui. Voilà, est assez récente. Moi j'ai un indicateur, toujours pareil. Donc en 95, vous parlez de Jacques Chirac et du Veldiv. Je peux le dire peut-être avec un peu d'hésitation. Je date le début de cette politique mémorielle pour les harkis à partir de 2001. 2001, Jacques Chirac, donc toujours on retrouve le même personnage, dit « L'histoire des harkis ne peut pas rester une histoire enfouie ». C'était le 25 septembre 2001. Deux ans plus tard, par un décret, la journée du 25 septembre devient journée nationale d'hommage aux harkis. Et c'est là, à mon sens, qu'a démarré, parce que la journée nationale d'hommage aux harkis, c'est une politique mémorielle. Oui. Je ne sais pas. Mais alors là, on est au niveau national. Parce qu'avant cette date, il y a eu effectivement des politiques publiques, mais c'était des lois. Oui, et pas sur la question harki. Il y a eu des choses, sur les harkis, c'était des lois, comme diraient les enfants de harkis, des petites mesurettes par-ci, par-là. Donc il y a eu la loi en 82. Il y en a une qui était très connue, la loi 94, la loi Romani. C'était encore pour distribuer quelques sous. Et puis, mais la question mémorielle, elle est venue que très tard, me semble-t-il, et que beaucoup de choses sont encore à construire. Bien évidemment, il y a des choses qui sont faites au niveau national, comme cette journée, ou la journée du 5 décembre, qui est la journée donc, en hommage aux combattants de la guerre d'Algérie, Maroc et Tunisie. Il y a eu ces dernières années des plaques mises dans les hameaux de forestage et dans les anciens camps de transit. Il y a une stèle, notamment à Saint-Maurice-l'Ardoise. Absolument. Donc vous avez, voilà. Après, localement, il y a aussi des initiatives donc de politique mémorielle. On retrouve, par exemple, à Ongles, il y a un petit musée. Donc c'est local. Là, c'est la municipalité qui a permis à ce qu'il y ait un petit musée qui est dédié entièrement aux harkis. Ou alors, le mémorial du camp de Rivesaltes, où il y a une partie, puisque le mémorial du camp de Rivesaltes concerne 3 types de guerres. La guerre civile en Espagne, une guerre mondiale avec la Seconde Guerre mondiale et la guerre de colonisation, décolonisation de l'Algérie. Donc il y a une partie qu'on peut considérer comme politique mémorielle. Donc voilà. Et il y a d'autres choses. Par exemple, je repense à Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme, où là aussi, il y a un cimetière d'enfants qui est entretenu localement, et on peut le mettre dans la politique et mémorielle également. Donc c'est assez large. Ça peut se mener sur le plan national, et sur le plan national, ça permet d'envoyer des messages, donc j'allais dire en région.
mais rien n'empêche les régions, les départements, les municipalités. Dernièrement, dans le Var, j'ai vu qu'il y avait un chemin, le chemin des Harkis, je ne sais plus, à Colobrières, me semble-t-il. Et ça, c'est du mémorial local. À différentes échelles, oui, absolument. On le voit bien. Absolument. Marc-André, je me tourne vers vous. Donc là, c'est plutôt au sujet de votre livre. Alors, ce que vient de dire Fatima Besnasilankou est très intéressant, mais ça pose une question, c'est-à-dire comment des mémoires traumatiques différentes, puisqu'on a parlé par exemple du camp de Rivesaltes, qui est un camp qui a plusieurs mémoires traumatiques, peuvent aboutir à un récit commun. Alors vous avez travaillé sur la prison de Montluc, qui est aussi un lieu qui a connu des mémoires traumatiques sur une longue période. Comment réconcilier la mémoire avec l'histoire ? Bien, merci beaucoup. Dans ce que j'ai entendu par Fatima juste avant, il y avait deux idées. Fatima a employé les mots cohabiter, partager, faire du commun, faire société. C'est ce que vous disiez aussi, vous, monsieur. Et puis la deuxième idée, donc, qui sont des idées qui pourraient être abstraites, en fait, parfois elles se cristallisent autour de lieux précis. Donc il y a la volonté de faire un lieu de mémoire avec Saint-Maurice, mais on a parlé du camp de Rivesaltes, etc. Et en général, quand on va concrètement essayer de faire un lieu de mémoire, ça entraîne des conflits. Ça entraîne des conflits de mémoire parce qu'on est dans des enjeux de mémoire, d'histoire et de patrimoine. Et toutes ces questions, moi, je les ai croisées à partir d'un site qui s'appelle Montluc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, un peu quand même. Donc je vais quand même préciser un petit peu. Je les ai croisées à partir de Montluc et j'ai vu à la fois les polémiques et à la fois comment on pouvait les dépasser. Alors Montluc, pour rappel, c'est une prison qui se trouve à Lyon. C'est une prison qui est fondée en 1921. En fait, le projet était fait pendant la Première Guerre mondiale pour solder la Première Guerre mondiale. Puis la fin de la guerre a eu lieu. Donc c'était une prison qui était militaire avec un tribunal militaire. Elle existe dans les années 20, 30, elle est désaffectée plus ou moins, puis elle reprend de l'activité sous Vichy. Donc ça devient une prison de Vichy. Mais surtout, on la connaît, cette prison, parce qu'à partir de début 1943, ça devient la prison de la Wehrmacht et ça devient un lieu où Klaus Barbie sévit. Donc c'est un lieu où à peu près 10 000 juifs, résistants, otages sont passés avant une déportation, avant une torture, avant une fusillade, etc. Donc c'est un lieu qui a été une prison française, une prison sous Vichy, puis une prison allemande. Après, on retrouve, si on veut garder une logique de strate, mais je montrerai que l'idée de strate n'est pas forcément la plus à droite, on a une prison de l'épuration. Les anciens bourreaux vont dans la prison, les collaborateurs vont dans la prison, etc. Puis ça devient une prison qui est en lien avec la guerre d'Indochine, parce qu'on a des manifestants contre la guerre d'Indochine qui se retrouvent emprisonnés, et ça devient une prison de la guerre d'Algérie. On a 11 guillotinés algériens. En France, c'est là où on guillotine le plus des indépendantistes algériens. Puis ça devient une prison toujours pour militaires, mais aussi une prison pour femmes. Puis ça deviendra une prison uniquement pour femmes. Et en 2009, la prison est fermée. Et tout de suite, ça devient un mémorial. Un haut lieu de la mémoire nationale française. Il y en a 10. C'est la seule prison. Et en 2010, quand on en fait un mémorial, c'est immédiatement autour de la Seconde Guerre mondiale, mais plus précisément autour de la période allemande. Et donc, en même temps, il y a un ancien condamné à mort algérien du FLN qui écrit un livre, Rescapé de la guillotine, et là, les mémoires s'entrechoquent. Elles s'entrechoquent parce qu'on a un lieu qui devient un lieu de concurrence où tout le monde voudrait qu'on parle, et pourquoi on ne parlerait que des victimes de Klaus Barbie. Et en fait, ce qu'on découvre, c'est que c'est une prison extrêmement plurielle, donc là, il y a vraiment des affrontements qui étaient très forts. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est plutôt que de voir est-ce qu'on doit faire rentrer la guerre d'Algérie et est-ce qu'on ne peut pas comprendre les logiques historiques, est-ce qu'on ne peut pas remettre de l'histoire autour de ces questions pour essayer de voir comment les questions se posent. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes, des groupes de mémoire, des porteurs de mémoire, avaient oublié leur propre histoire. Et donc, je vais juste essayer de vous le développer en quelques mots. Mais en gros, vous voyez, pour la guerre d'Algérie, moi, je pensais qu'on était à peu près réconciliés entre les harkis, les pieds noirs, les FLN, les hommes, les femmes, les appelés, etc. Puis là, j'ai découvert que même si on arrivait à se solidariser là autour de la guerre d'Algérie, on était en conflit avec la Seconde Guerre mondiale et donc on s'en sort pas. Alors là où j'ai vu en fait qu'il y avait un manque d'histoire dans cette polémique et qu'il fallait faire un pas de côté et remettre de la distance, c'est que j'ai découvert que l'histoire en fait depuis 1944 était une histoire de solidarité qui avait été perdue. En fait, en 1944, le 24 août, la prison elle est libérée et elle devient trois choses. Elle devient un lieu de mémoire.
Parce que dès 1944, dès la libération, des gens viennent revoir leurs cellules ou mettre des plaques pour les morts de la Seconde Guerre mondiale qui ont été déportés ou fusillés. Mais c'est aussi avec un tribunal, un lieu où l'on juge le passé. Et donc on va juger les criminels de guerre nazis, les collaborateurs, et en même temps, le tribunal militaire juge le présent pour maintenir le futur. Et donc on va juger tous ceux qui sont pour l'indépendance. Ou après, l'OAS, ceux qui voudraient maintenir l'Algérie française. Et donc, on juge le présent, on juge le passé. Donc, troisième lieu, c'est une prison. Et dans la prison, tout le monde est en même temps. On a un criminel de guerre nazi à côté d'un objecteur de conscience, à côté d'un militant pour l'indépendance, etc. Et tout ça, ça crée à la fois des scandales et des solidarités. Je vous donne quelques exemples. Premier exemple, en 1950, vous avez un communiste qui va manifester contre un départ de train pour l'Indochine. Il se retrouve en prison. Mais il se retrouve en prison, une prison qui lui est familière. Il avait déjà fait 2 ans de prison sous Vichy. Il s'appelle Lucien Benoît. Et comme quand il arrive, il y a de très nombreux criminels de guerre nazis, ça choque. Un ancien résistant qui se trouve en prison parce qu'il voudrait l'indépendance de l'Indochine et qui se trouve à côté de criminels de guerre nazis et de miliciens. Et donc les gardiens de prison, qui normalement sont... Il y a les gardiens de prison et les prisonniers. Les gardiens de prison vont décider de dire « ça marche pas ». Donc les gardiens de prison vont lui donner des facilités avec ses compatriotes. Donc ils vont le mettre au mess, ils vont lui donner une machine à écrire. Donc lui, Lucien Benoît, il peut écrire des articles pour protester contre l'emprisonnement de Lucien Benoît dans une prison de sinistre mémoire, etc. Et ils vont faire des cérémonies, ils vont aller voir les condamnés à mort allemands pour leur faire croire que c'est leur dernière nuit, etc. Donc les solidarités sont transversales et on retrouve des jeux différents. Un autre, des communistes, alors cette fois en 1956, ils se sont opposés à un départ de train pour l'Algérie. Donc Louis Sèvres, par exemple, et Pierre Renoux sont enfermés, dont l'un pour 1 an à Montluc, 1 an de prison pour avoir manifesté pendant quelques minutes devant un train. Et pendant qu'ils sont dans cette prison, non seulement on va les voir à côté de miliciens et de criminels de guerre nazis, mais en même temps, on va les enlever de la prison pour les mettre à Saint-Paul pendant 3 semaines parce qu'on va tourner un film que vous connaissez peut-être, Un condamné à mort s'est échappé, de Robert Bresson, qui rappelle la seule évasion sous Montluc, sous la Gestapo, d'un condamné à mort de Vigny qui avait réussi à s'échapper. Et donc ils disent, mais en fait, nous, on était du même côté à l'époque, et là, on se retrouve avec des criminels de guerre. Ensuite, il y a des raflés algériens. Alors là, ils peuvent être de tous horizons, complets, peu importe les appartenances politiques, il suffit qu'ils soient algériens, ils sont raflés, on les met à Montluc, et là, il y a des anciens qui disent, mais c'était comme sous la Gestapo, c'était comme sous Vichy, les rafles, c'est de nouveau le teint, la même indifférence coupable, les mêmes dénonciations, etc. Et enfin, il y a des condamnés à mort algériens, dont 11 seront guillotinés dans un silence à peu près global, sauf 2 cas. Et dans un des cas, c'est le dernier, Salah Dehil, le président de l'association des rescapés de Montluc, va se mobiliser pour protester contre la guillotine. Ensuite, il y a des soutiens du FLN, il y a des objecteurs de conscience, il y a des membres de l'OS et des rapatriés d'Algérie, en fait, aussi des anciens gardiens de prison, vont arriver à Montluc comme gardiens de prison. Et donc, si vous voulez, de 1944 à 1962, nous avons eu des solidarités très fortes qui reposait sur l'expérience de l'arbitraire, de la répression, avec des comparaisons qu'on faisait. Ça veut jamais, c'est pas parce qu'on fait une comparaison qu'on dit que c'est pareil, voyez. Mais il faisait des comparaisons. Or, depuis 62-63, les mémoires se sont divisées, des groupes de mémoires se sont constitués au sein de la guerre, parmi les acteurs de la guerre d'Algérie, parmi les acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu le procès de Barbie qui a remis l'attention de Montluc autour de la Seconde Guerre mondiale, et à partir de là, le mémorial est devenu un haut lieu de la mémoire nationale autour de la Gestapo. Mais donc, beaucoup de gens se trouvent exclus de ce lieu de mémoire. Et donc, finalement, je pense que c'est pareil pour les harkis ou pour d'autres. Parfois, il suffit de se poser la question, qu'est-ce qu'on a en commun, finalement? Et là, je me dis que les échos de la Seconde Guerre mondiale dans la guerre d'Algérie sont très importants à conserver parce qu'ils étaient très forts à l'époque. Et je me dis que parmi les populations harkis, ce sentiment était aussi très fort par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport à l'engagement. Et ce que disait Ouria très, très, très joliment sur la question de la loyauté. C'est des questions comme ça qui sont posées. Et en fait, je terminerai juste par ces questions, c'est qu'est-ce qu'on a en commun? Puis l'autre question, vous n'avez pas utilisé le terme, mais qu'est-ce que c'est être juste? Ça peut être juste dans un moment historique, quand on sauve quelqu'un. Et puis aujourd'hui, c'est faire de l'histoire, c'est aussi être juste, c'est essayer d'être mesuré, modeste, et essayer de trouver la justesse de l'écriture de l'histoire. Voilà aussi. Merci Marc-André. Ouria Deloum Ben Tayeb, j'ai une question pour vous.
Une question très importante quand on parle de politique mémorielle, puisque ça ne s'adresse pas forcément à nous. Nous, on sait déjà l'histoire. C'est comment s'adresser aux jeunes générations. Donc je vous remercie de me poser cette question parce que effectivement c'est le cœur de mon métier de transmettre, mais transmettre ça ne veut pas dire donner des idées reçues, donner des modes de pensée. Transmettre, c'est surtout en tout cas en ce qui concerne la pédagogie moderne, transmettre, c'est surtout amener les jeunes à réfléchir par eux-mêmes. Mais pour réfléchir par eux-mêmes, il faut justement leur donner de la matière. Et cette matière, alors excusez-moi de revenir à notre ouvrage, cette matière où nous proposons des profils et des situations très très variées, va montrer que que ça soit la guerre d'Algérie ou que ça soit la sortie de la guerre d'Algérie était très très complexe aussi par la complexité des profils et des gens dont parlait Fatima également. Donc, et c'est cette complexité-là, et c'est si on explique à des élèves que la guerre, ce n'est pas seulement, ce n'est surtout pas des tortionnaires et des victimes, parce que c'est surtout pas ça. Oui, des gentils et des méchants, quoi. Voilà, des gentils et des méchants. Lorsqu'on sort justement de cette opposition, à ce moment-là, on va sortir de la guerre et nous allons amener nos élèves et nos jeunes à réfléchir autrement que par la guerre. Voilà. Et donc, si vous voulez, cette complexité-là qui est très, très importante, et je me réfère là à notre postfacier qui est historien et historien de l'enseignement, où il utilise un très, très joli mot, une très jolie expression, la polyphonie mémorielle. Et là, je vais un petit peu contredire notre ami Marc-André. Non, je ne vous contredis pas spécialement, mais quand vous utilisez l'expression « les mémoires s'entrechoquent », moi j'aurais envie de dire que à travers toutes les mémoires que nous recueillons, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, on va les faire se croiser. Pas s'entrechoquer, mais se croiser. Parce qu'à travers cette polyphonie mémorielle, on va montrer que l'histoire n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour l'ensemble et elle n'est pas simple même pour chaque individu. Et donc, c'est justement par cette polyphonie mémorielle où les gens vont s'exprimer avec leurs émotions, avec leur parcours. Alors, je ne sais pas, j'ai combien de temps là? Parce que si vous me lancez là-dessus... Vous avez encore quelques minutes, il faudrait qu'on ne déborde pas trop du timing. Après, les gens auront faim, ils n'écouteront plus. Non, c'est pas ça. C'est parce que moi, j'aurais tellement voulu... Voilà, je voudrais tellement vous donner des exemples. Allez-y, quelques-uns. Pour montrer cette polyphonie mémorielle. Alors, juste, excusez-moi, là, je vais peut-être paraître un peu brouillon. Juste pour dire qu'avant les années 80, dans l'enseignement... quand on enseignait la guerre d'Algérie, c'était effectivement la France colonisatrice et les victimes. Voilà. Après 1980, on a commencé justement grâce aux historiens qui ont fait justement ce travail d'aller chercher les informations, d'aller chercher des archives, d'écouter aussi les témoins, d'écouter les gens qui ont vraiment vécu les choses. Et donc à partir de ce moment-là, on est sorti un petit peu de cette opposition-là. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Et donc, évidemment, toutes les lois aussi officielles sont venues consolider. Alors, juste pour revenir à l'enseignement, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les directives qui vont donner les modes d'approche pédagogique, mais ce sont les ouvrages.
Et dans les ouvrages et dans les manuels, justement, il a été question de faire parler les différents groupes. Alors, il y a eu effectivement au début les rapatriés d'Algérie, et dans les années 2000, et justement grâce à toutes les associations, donc merci à toutes les associations de harkis qui ont permis de lever un pan sur toute une population, même si elle est très hétérogène, en tout cas, la faire découvrir et donc en parler comme des gens qui avaient des choses à dire. Et donc, après ces années 2000, il a été question de dire, eh bien voilà, on va proposer à nos élèves non seulement des dates, bon, effectivement, les dates, ça permet d'avoir des repères, on va leur donner des connaissances, mais on va aussi les amener à réfléchir. Et comment les amener à réfléchir si ce n'est que de leur présenter des vrais humains qui vont leur expliquer: voilà moi ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Mais ce qui est très très intéressant aussi dans cette transmission et dans le fait d'amener nos élèves à réfléchir, on ne va pas leur donner des modes de pensée, on va, à travers justement cette diversité de profils, où on va avoir un petit jeune de 20 ans qui a vécu, qui est un enfant de la retirada, c'est-à-dire qui a été qui a quitté l'Espagne, l'Espagne de Franco, et donc qui est venu se réfugier. Alors ses parents, c'est pas lui, puisqu'il n'était pas né lui. Ses parents sont venus se réfugier en France, et donc quand il explique que lorsqu'il s'est retrouvé en Algérie en tant qu'appelé de 20 ans et qu'il voit une population algérienne pauvre, avec des enfants en guenilles, beaucoup de femmes, puisque les maris sont partis à la guerre, il dit: je me suis identifié à ces enfants-là. Voilà. Et donc c'est aussi une des manières qui explique que, eh bien, moi je vais m'engager, je ne vais pas partir. C'est pas parce que je suis un soldat qu'on m'oblige à quitter l'Algérie parce que j'ai le devoir de le faire. Ma conscience me dit, je ne peux pas le faire. C'est une histoire personnelle, une construction personnelle. C'est exactement ça. Et donc, cette histoire personnelle se construit aussi avec ce qu'ils ont vécu. Si on prend l'exemple de de l'abbé Maillard de la Morandais. Donc, lui, c'est un chrétien. Il avait une éthique une morale qui était bien construite. Déjà. Mais cette morale, elle va aussi l'aider à se dire: est-ce que c'est moral de partir en laissant ces gens dans l'adversité? Donc, si vous voulez, si je prends aussi un autre exemple, André Wormser. Alors, André Wormser, lui, il est d'une famille de banquiers parisiens, d'une grande famille de banquiers parisiens, juifs. Et de la même manière, alors on aurait eu tendance, effectivement, à opposer les Algériens et les Juifs. Eh bien, là, il n'est pas du tout question de cette opposition-là. Cet homme-là, il avait avec lui des gens, donc des harkis, qu'il savait certainement persécuter. Eh bien, il les a fait venir à Paris, il les a hébergés dans sa banque pour les sauver. Et donc, si vous voulez, si on donne tous ces profils-là à nos élèves à lire... C'est parlant pour eux, du coup. Voilà, c'est-à-dire que c'est parlant, en tout cas, ça va... Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, eh bien, il faut aller chercher ce qu'il y a d'humain en soi pour agir. Et non ce qu'on a vécu, tout notre parcours, si vous voulez, tout ça va intervenir dans la réflexion et dans pour permettre en tout cas à nos jeunes de sortir de la guerre. Et là, dans notre livre, on parle de tout sauf de la guerre. Voilà. Merci Ouria Delourme Bentayeb. Je vais y arriver, c'est la fin de la conférence, à la fin j'y arriverai. Jean-Christian Rey, je pense qu'il va être
On rapproche de la conclusion, donc il est grand temps de parler de l'édification du projet de mémorial du camp de Saint-Maurice que l'agglomération porte en tant que maître d'ouvrage. Quelle est votre ambition pour ce mémorial ? Justement, ça fait partie du travail. Quand on écoute les intervenants, on se dit que il y a quelque chose de très précieux parce que les témoignages sont encore là. Il y a donc cette matière et en même temps cette histoire très prégnante, et en même temps c'est vrai que le travail de l'historien avec le recul nécessaire est beaucoup plus difficile peut-être à faire, forcément. Moi j'ai une formation d'histoire, je suis content que ce soit vous qui vous fassiez plutôt que moi, parce que ce travail me paraît être un travail très difficile. Et cet après-midi, sûrement, quand on évoquera des témoignages, justement, quand on évoquera des choses, ça le fera sans doute encore plus ressortir. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas fait avancer beaucoup le sujet, mais la question de la politique mémorielle, effectivement, il faut aussi qu'on soit, vous l'évoquiez tout à l'heure par rapport au lieu, avec est-ce qu'on prend le prisme de ce qui s'est passé, ou est-ce qu'on prend le prisme du lieu, est-ce qu'on prend le prisme d'une communauté, avec des paris très différents sur Rivesaltes, où il y a vraiment toute l'histoire qui s'y est passée, et même après les Harkis, puisque je crois que il y a même les Maliens qui sont venus après dans les années 80, ou les Guinéens qui sont venus dans les années pour Saint-Maurice-l'Ardoise aussi, il n'y a pas eu que les Harkis. Et exactement. Donc à Ongles, quand il y a beaucoup de choses sur les sauveteurs aussi à Ongles, où c'est vraiment sur le lieu pour le coup, avec le mauvais accueil, l'accueil compliqué qu'il y a eu des villageois et qui ensuite s'est organisé à cause du froid. Enfin, toute une histoire qui est beaucoup plus cette fois-ci humaine, ce que vous disiez. Voilà, quel est le pari mémoriel qu'on prend, parce que les deux sont des sujets respectables différemment, mais ça pose des questions. Donc nous, aujourd'hui, on a bâti un comité de pilotage, une partie de je vois Sanissim, mais il y en a d'autres qui sont membres du comité de pilotage, où on a déjà mis sur la table la première partie qui était le lieu, puisque le lieu, c'était compliqué, parce qu'il y a un espace militaire, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pas tout à fait l'endroit, ça sera autour de la stèle. On a fait des acquisitions foncières, maintenant on est d'accord, donc c'était important déjà de dégager le nœud gordien du lieu et de se donner les moyens. Les élus de l'agglomération qui ont voté à l'unanimité aussi l'adhésion à ce projet-là. Ce comité de pilotage qui va continuer à travailler, on va écrire le programme scientifique et culturel qui va préfigurer ce que sera le projet. Et c'est vrai qu'on a besoin de vous pour apporter ce regard de compétences, d'historien, vous qui avez travaillé cette question, aussi pour nous dire comment est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on n'est pas juste, peut-être plus dans le sens de la justesse du propos que dans la justice de mémoriel, mais ça va être des sujets qui vont nous occuper aujourd'hui pour qu'on continue à travailler. Dans le COPIL, il y a évidemment les élus, les communautés, les différentes associations des communautés harkis. Il y a aussi les futurs partenaires, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait que les planètes s'alignent nous permettent d'avoir des financements importants aussi, parce que ça compte aussi dans l'investissement qui va être fait. Donc, on attend beaucoup, nous, et d'ailleurs je vous remercie pour la participation et d'avoir accepté d'être dans ce qu'on est en train le nom m'échappe, mais de construire, mais le nom le programme scientifique et culturel, mais le comité scientifique et culturel, merci, dans lequel vous avez accepté d'être, et c'est important pour nous, qui est aussi ce regard-là qui viennent. Parce qu'il va falloir faire la différence entre la prégnance, entre la sensibilité de chacun, le fait que les acteurs soient ici, et le fait de cette justice-là. Donc, ça sera certainement pas ça sera pas antinomique, mais ça sera compliqué à construire. Et donc ça, c'est ce qui nous attend pendant toute l'année 2023, où il y aura encore beaucoup de travail qui va être devant nous. Et l'objectif, c'est d'arriver à un pré-projet assez rapidement pour qu'on puisse passer ensuite en phase de réalisation. Et voilà, d'ici quelques années, avoir un vrai lieu de mémoire qui réponde un peu à tous ces objectifs, mais à vouloir suivre tous les objectifs, on risque des fois de se noyer, de se perdre. Donc on a vraiment besoin de vous et de ce travail-là. Donc merci d'avance pour ce que vous pourrez nous dire et nous apporter dans les propositions qu'on vous fera. Merci Jean-Christian Rey. Donc après le passé et le présent, vous avez fait une belle ouverture sur le futur. Le futur immédiat, là, c'est un déjeuner. Oui. Peut-être, alors juste pour celles et ceux qui ne sont pas d'ici, parce que vous avez là quelques-uns qui ont eu du mal à trouver avec le GPS le cinéma,
Donc il faut reprendre la voiture, il faut prendre direction Avignon. Vous pouvez mettre 17 route d'Avignon, je crois que c'est l'adresse exacte, à Bagnols-sur-Cèze. Hein. Si vous voyez Lidl, c'est que vous êtes allé trop loin, c'est juste avant. Le Lidl, c'est le magasin qui est sur la route d'Avignon, c'est un supermarché. Donc juste avant, il y a un grand bâtiment vitré, il y a un grand parking et on vous y attend. Enfin, tous celles et ceux qui se sont inscrits, j'espère que vous êtes le plus nombreux possible. On vous y attend pour une petite pause déjeuner. Et surtout, cet après-midi, pour passer dans la phase des témoignages, de vous écouter. La première partie, c'était plutôt d'écouter nos invités. Et ensuite, cet après-midi, c'était de vous écouter davantage. Merci Jean-Christian Rey. Tout est dit, on peut y aller. Et merci à nos intervenants pour votre présence et ces échanges très riches.